D'abord, bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, je me suis mis au tango. Alors, quand je vous dis je me suis mis au tango, c'est pas tout à fait la vérité. En fait, si je voulais être exact, il faudrait que je vous dise, en fait, c'est ma compagne qui m'a mis au tango. Vous savez ce que c'est aujourd'hui, on se marie, on divorce, donc après on a une compagne ou un compagnon, ainsi de suite. Juste pour voir comme ça, dans quel état vous êtes. Vous savez quelle est la raison, la cause principale du divorce aujourd'hui? L'adultère. Non. Les enfants. Les enfants. Non. Non. La femme. Non. Putain, vous êtes fatigué, c'est la rando ou le parapente, j'en sais rien. Le chômage. Non, c'est pas le chômage, non. La nuit. Non. François Hollande. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Rocard. Non plus. Attends, il a à dire. Hein, non. On va arrêter là, c'est une catastrophe. Vous êtes fatigué, c'est pas possible. L'égocentrisme. Non. La justice. Pardon? Non. L'institutionnalisation de l'amour. Non, Ça va vous n'y êtes pas venu. Habituellement, ça marche tout le temps, ce truc. En 3 secondes, ils ont trouvé. Le mariage. Ouais. Ça, c'était simple quand même. C'est bien ce que je venais de dire quand même. Pardon? C'est ce que je venais de dire. Ah, j'ai pas entendu. Institutionnalisation de l'amour. Ça te va pas? Alors, toi, t'es bonne pour l'atelier langue de bois. Hein. C'est cool. Oui, donc voilà, c'est une petite blague en entrée en matière. Tout ça pour dire que ce que vous allez voir ce soir, ça s'appelle une conférence gesticulée. Donc, je ne sais pas, il y a quelques personnes. Vous savez tous ce que c'est une conférence gesticulée? Ouais, non, c'est bon. Juste, donc c'est Franck qui est là, qui est l'initiateur de ce truc-là. Donc moi, ce que j'ai pigé dans la conférence gesticulée, ce qu'on dit à chaque fois, c'est mettre à la fois des savoirs chauds, des savoirs froids, des savoirs académiques, des récits. Mais ce que j'ai découvert, qui est plus important pour moi encore, c'est comment on crée un savoir populaire, un savoir de base. À chaque fois qu'il y a des écritures de conf, se pose la question de la légitimité. À chaque fois que les gens viennent écrire une conf, tout le monde se dit mais je ne sais pas si je suis légitime pour parler du sujet dont j'ai envie de parler. Et ça, c'est juste un point qui interroge. Et j'ai envie de dire, la question de la légitimité, c'est la question du pouvoir. C'est le pouvoir qui est légitime. Et il me semble qu'une infirmière, par exemple, elle est quand même bien plus légitime à bien nous expliquer en quoi la tarification à l'acte a désorganisé le travail à l'hôpital que toutes les Daniel Messager de France Inter qui viennent pérorer. Et donc, petit à petit, on constitue tout ce savoir. Et donc, voilà, c'est ça les conférences gesticulées. Donc, c'est ça que vous allez voir ce soir. Donc, celle-ci, elle va parler un petit peu des services publics, beaucoup du tango. Donc, avec une assez longue introduction sur le tango, l'Argentine. Normalement, vous devez sortir de cette conf en étant capable de lancer le tango correctement. Rigolez pas, je fais des tests à la fin. Ça marche? Voilà. Donc, cette petite parenthèse étant terminée, donc oui, je vous disais, c'est ma compagne qui m'a mis le tango. Et donc là, on est dans l'introduction, hein. Je vous ai prévenu, elle va être assez longue. Donc, c'est ma compagne, ça s'est passé un soir au cours d'un repas, comme ça. Et tu vois, Thierry, ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble. On a une vie qui est tout à fait attrayante, on fait plein de trucs, on est investi dans des champs militants, on va au cinéma.
Mais il y a un truc que moi j'ai fait pendant très longtemps et que je ne fais plus. L'amour. On en reparlera en privé tout à l'heure, ok? Non, c'était la danse. Je disais, voilà, parce que j'étais jeune, parce que nous avons un certain âge aujourd'hui. Lorsque j'étais jeune, donc je faisais de la danse, c'était un truc qui me passionnait. Et depuis longtemps, je ne danse plus et j'aimerais qu'on fasse de la danse. Et si on pouvait partager des moments de danse ensemble, franchement, plein de trucs, mais là, si on pouvait partager quelque chose autour de la danse, pour moi, ça serait quelque chose de merveilleux. Et là, j'ai fait... Oui. C'est-à-dire à ma fille, après, j'avais focusé. J'ai pris ce terme-là avec ma fille, focusé, vous savez, c'est bien. Focus. Voilà, focus. Le jeu, focus. Alors j'ai continué, j'ai dit oui, mais parce que là, elle me dit, d'accord, tu n'as jamais dansé. C'est vrai que moi, j'ai jamais dansé. La danse, c'est à milieu de ce que je fais. J'ai fait plutôt du sport, plutôt du sport en nature, de la voile, de la montagne, du ski, tout ça. La danse, c'est pas dans les gènes de la famille. Mon père n'a jamais dansé, ma mère non plus. Les filles ne dansent pas. Donc danser, non. Non, danser, ça... Je voyais vraiment pas le truc. Et donc elle me dit, bon, on pourrait essayer le tango. On a une amie là sur Vannes qui fait du tango, ils ont une asso. Donc moi je sautais sur l'occasion, j'ai dit, s'ils ont une asso, on va pas y aller là maintenant le mois de février, ils ont démarré le mois de septembre, on va pas les emmerder tout de suite. Je te propose qu'on en rediscute au mois de septembre prochain. D'accord. Voilà, au moins on intégrera une session qui avec une petite idée derrière la tête. Non, si jamais elle oublie. Et en fait, non, elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié. J'ai pu constater depuis qu'il y avait un peu de suite dans les idées. Et donc voilà, on s'est retrouvés un mois de septembre à pousser la porte de cette association de tango. Et alors là. Comment vous dire ça? Là, tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? J'imaginais bien que les femmes n'arrivaient pas à percher sur des talons de 8 cm. D'accord? Mais alors que les mecs arrivent avec les chaussures de tango dans des petits sacs, tu vois, avec écrit bandolera, je sais pas quoi. Non, ça c'était pas fond, c'est clairement. Tu vois, enfin moi j'utilisais ce genre de choses. Là c'est la bourse costaud, hein. Fabrication française, 1,5 kg à chaque pied. C'était hors de question que je. Bon, en même temps, s'il y a des hommes ici qui souhaitent démarrer le tango, je vous conseille quand même, faites l'effort d'acheter des petites chaussures de ville. C'est vrai que c'est quand même, parce que j'ai fait ma tête de cochon, je ne peux pas prendre pour rien. Donc j'ai quand même fait 8 mois avec ça. Honnêtement, c'est pas pratique. Alors voilà, aujourd'hui quand même j'ai fait la totale. Maintenant j'ai le costard. Parce qu'il paraît que ça se... Voilà. Les femmes arrivent toujours bien habillées. Alors le costard, ça n'a pas été facile non plus. C'est une longue histoire avec le costume et avec ma taille. Ma mère souhaitait que je sois ingénieur, éventuellement médecin. J'avais de grandes ambitions pour moi. Et donc pour me pousser, elle m'avait acheté un costume, je devais avoir 16-17 ans, elle m'a acheté un costume. On n'avait pas trop d'argent à la maison, donc elle a acheté un costume en prêt-à-porter. Vous voyez comment je suis foutu? 1m40 au garrot, un petit peu d'épaule, d'accord? Donc, le costume qu'elle m'avait acheté en prêt-à-porter, il allait là, aux épaules. Alors, la veste, elle arrivait là, les manches là. Les jambes, je ne vous raconte pas. Alors, les jambes, parce qu'ils sont gentils, ils coupent. Alors, sur les manches, ça ne se voit pas trop, mais sur les jambes, vous avez vu qu'on s'est foutu un pantalon, c'est pas un peu en biseau.
D'accord? Donc même quand il est coupé, pour moi, parce qu'il manquait ça trop, d'accord? Donc même quand ils l'ont coupé, j'avais un pad d'éléphant. T'imagines le truc avec une veste qui arrive là et un pad d'éléphant, c'est juste ridicule. En plus, elle avait choisi pied de poule. Une haine du costume, tu peux pas imaginer le truc. Non, l'arrivée dans le monde du tambour, c'était... Je suis vraiment allé en marche arrière. Dès qu'il y avait une case pour y aller, je sautais dessus. En fait, ce qui m'a fait rester quand même, ce sont les profs. Les profs, parce qu'ils ont un enseignement qui est quand même très très sympa. Enfin, moi je trouve très sympa. Parce qu'ils ont replacé le tambour dans son milieu socio-culturel. Donc j'ai découvert que l'Argentine, c'était un pays très particulier. L'Argentine, c'est un pays, comme on dit, une espèce de paratonnerre. C'est-à-dire quand il y a une catastrophe qui se pointe sur le monde, on fait comme les oiseaux de Franck, là. Et généralement, c'est l'Argentine qui a le cible. Quand il y a une catastrophe qui arrive, c'est sur l'Argentine que ça... Florent Pagny. C'est gentil. Le nombre de coups d'État militaires en Argentine. L'histoire de l'Argentine, c'est une histoire de coups d'État militaires. Ça n'arrête pas. Le dernier en date, avec Videla en 1976, à Crac-Crac. Là-dessus arrivent les Chicagolos qui ont privatisé tous les services publics et tout. C'est tout ça que j'ai appris, ça m'a passionné. C'est pour ça que je suis resté. Il m'a fait découvrir que l'Argentine, Buenos Aires, au XVIIIe siècle, c'est un des 2 plus grands ports négriers de l'Atlantique Sud. En 1810, au moment où on parle de l'indépendance de l'Argentine, plus de 30% de la population de Buenos Aires est d'origine africaine. Et d'ailleurs, il y a un musicologue, un musicien, il était, puisqu'il est décédé l'année dernière, Juan Carlos Cáceres, qui remet en avant l'influence de la musique africaine sur le tango. On va juste écouter, c'est le 1. Donc l'apparition du tambour et comment la musique africaine a influencé le tango. Ça marche pas. C'est pas grave, je vais continuer. C'est bon? Voilà. Wow, wow. Non, pas 2 fois, ce serait trop. Wow, wow. Vous avez vu le bandoneon? C'est extraordinaire. Le bandoneon, en plus, c'est un instrument à la con. Je veux dire, c'est absolument impossible de jouer du bandoneon. J'ai essayé une fois. Pourtant, c'est un Allemand qui a inventé le bandoneon. Les Allemands sont plutôt rigoureux. Là, les touches, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas comment c'est sur un accordéon. Sur une guitare, je sais comment c'est foutu. Si tu veux, tu fais do, do dièse, ré, ré dièse. Putain, sur le bandoneon, si tu passes du do au mi, tu reviens. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais donc, toujours est-il, voilà, on a une population à Buenos Aires qui est composée pour 30% d'Africains. Et donc, c'est un des premiers présidents élus d'Argentine, Sarmiento, qui va envoyer les Africains se faire décimer dans les guerres contre le Paraguay. Parce que Sarmiento, il veut faire de son pays, en gros, l'Angleterre du continent sud-américain. Il est fasciné par l'histoire, l'économie anglaise. Donc les Noirs, ça ne lui plaît pas. Il les envoie se faire massacrer. C'est lui qui va écrire la première histoire officielle de l'Argentine, et les vols disparaissent totalement. C'est pour ça que Cáceres, leur habilité,
l'influence africaine dans la musique de tango. Et Caceres dit le tango, c'est le petit frère du ragtime. Et ne pas reconnaître l'influence africaine dans la musique du tango, c'est du négationnisme. Alors voilà, mais on n'a pas fait que l'histoire de l'Argentine nous a aussi appris à avancer. Donc il nous expliquait que le tango, en fait, c'est de la marche. Quand vous faites du tango, c'est de la marche. Il n'y a pas... Alors moi, je lui ai dit, super, Adrian, c'est cool, parce que moi, de la rando, j'en fais depuis 30 ans. Donc je vais être un super pro du tango. Tu vas voir. Ça va y aller. Et là, il m'a dit, Thierry, si t'es parti comme ça, pour le tango, ça ne va pas le faire. Parce que tu as regardé les Argentins, un petit peu les Argentins, ils ont une posture, ils ont... et ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il va falloir que tu apprennes à marcher. Messieurs, regardez-moi. Donc pour apprendre à marcher, ça va être tout le déplacement. Vous êtes sur un axe, ça va être tout le déplacement du corps. Alors, le sol ne glisse pas bien, c'est pas tout. Mais tout un déplacement, c'est-à-dire le genou se lève, vous allez déplacer tout le buste en même temps que le genou. Et ça pousse sur la jambe arrière. On ne s'occupe pas, c'est pas la jambe avant qui fait ça et on avance. C'est tout le buste qui fait. Ok? Je vous la refais. À partir de là, j'ai passé 2 mois dans le salon. Alors au début, ça faisait ça. Alors ça, vous évitez, ça donne le mal de l'air à tout le monde. Donc c'est d'avoir les épaules à peu près, qui restent à peu près à l'équilibre. Donc ça, c'est la première étape. Parce que la deuxième étape, c'est de le mettre sur la musique. Ouais. Parce que la danse, c'est l'interprétation de la musique. C'est comment vous ressentez la musique, comment vous la retranscrivez avec votre corps. Pas juste de faire la GRS, on est d'accord. C'est autre chose la GRS. Je peux mettre le 2. Vous allez voir, il y a des temps différents. Alors on marche sur le temps, il y a des contre-temps, il y a des doubles temps. Donc j'ai repassé 2 mois en salon à faire. En même temps, j'avais un petit peu progressé. Je vous ai dit que l'introduction était très longue. J'avais progressé aussi dans l'histoire de l'Argentine. On est arrivé à une période de l'histoire de l'Argentine où, en 1976, donc il y a un coup d'État militaire. En 1981, les militaires rendent le pouvoir aux civils. Et on va avoir des élections. Et on va avoir un type qui s'appelle Carlos Menem, qui va se présenter aux élections. Et Carlos Menem, pour moi, c'est la plus belle escroquerie politique. Quoique, à ce jour, il a été rattrapé par Tsipras. Ça, c'est une autre histoire. Carlos Menem va se faire une campagne sur la défense des plus démunis, des plus défavorisés. Il est élu. Et en l'espace d'1 semaine, il va passer des accords avec les conservateurs libéraux. Ils vont se mettre à tout privatiser. D'ailleurs, ces conseillers, ces ministres, vont écrire ce qu'ils appellent un décalogue ménémiste. Et le premier commandement du décalogue ménémiste, c'est rien de ce qui appartient à l'État ne doit rester à l'État. C'est clair. Ils vont tout privatiser. La poste, les banques, les compagnies aériennes. Ils vont privatiser, alors ils ont un truc qui s'appelle YPF, c'était la compagnie pétrolière. Alors c'est grâce du terme, parce que j'ai oublié en plus.
plus. Mais, donc et c'est assez particulier parce qu'en Argentine, l'Argentine a des ressources pétrolières, des ressources minières. Et donc, ils ont développé toute l'extraction, le raffinage, etc. Et ça, c'est une entreprise d'État. Ils vont la privatiser. Ils vont privatiser le gaz, ce qui fera dire à un économiste qu'on voit dans le film de Solanas, 2001 Mémoire d'un saccage, l'Argentine est le seul pays qui ait vendu ses richesses naturelles sans y avoir été obligé par une défaite militaire. Ils vont tout vendre, ils vont tout privatiser. Ils vont privatiser la télévision. On a privatisé la télé. Il y a plein de gens, vous vous rappelez de la privatisation de la télé TF1 C'était en 86, Jacques Chirac est Premier ministre de cohabitation de François Mitterrand. Et donc c'est lui qui va lancer la privatisation de la première chaîne de télévision publique, TF1. Donc pour ça, il va confier cette mission à son ministre de la Culture. Un ministre de la Culture. Donc le ministre de la Culture, à l'époque, c'est François Léotard. Donc, chez les Léotard, il y a deux frères. Il y a Philippe et François. Donc, Philippe... comédien, acteur, chanteur, enfin, un mec qui a du talent, quoi. Et puis il y a François. Donc, François, il a fait homme politique, on s'est retrouvé ministre de la Culture. Alors, donc, ce qu'ils ont posé comme base pour la privatisation de la première chaîne de télévision publique, c'est que, contrairement à ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire que ce soit le mieux-disant, là, ils ont inventé un truc, c'était le mieux-disant culturel. C'est-à-dire que Léotard le dit dans une interview à la presse, il dit que le gouvernement a voulu que la compétition entre les candidats se situe au plan culturel. La discussion entre les candidats et la Commission nationale de la communication et des médias porte sur l'apport culturel. Alors, ils ont lancé un vaste audit, obtenu 2 candidats. À ma droite, Jean-Luc Lagardère, PDG de Matra, spécialisé dans l'aéronautique et l'armement, un spécialiste absolument reconnu et incontestable de la culture. De l'autre côté, Francis Bouygues, grand ponte du BTP, donc autre figure absolument incontournable de la culture. Et c'est entre ces 2 candidats que s'est déroulé l'audit. Donc le matin, la Commission nationale de la communication et des libertés avait audité le Jean-Luc Lagardère et son groupe, et l'après-midi, c'était au tour du groupe Bouygues. Ça s'est passé comme ça. Donc le président de la CNCL, Commission nationale de la communication et des libertés, Gabriel de Broglie. Donc ça démarre comme ça. Le tirage au sort a désigné pour cet après-midi le groupe Bouygues. Nous allons donc vous entendre pendant une durée de 2 heures. Nous vous demanderons cependant, dans une déclaration liminaire, de nous présenter les grands axes de votre projet, puis nous procéderons par questions et réponses, en particulier autour de la question des programmes qui nous tient particulièrement à cœur. Monsieur Bouygues, vous avez la parole. Aujourd'hui, une des grandes voies d'avenir pour mon groupe, c'est la communication. Notre projet repose sur des idées simples. Informer, divertir, cultiver. Patrick Lelay, que j'ai désigné pour conduire ce projet, va vous révéler en quelques instants les engagements que nous prenons devant vous et devant les téléspectateurs pour vous convaincre. Cependant, auparavant, je souhaitais vous présenter mes amis et partenaires. Tout d'abord, mon ami Bernard Tapie. Les chaises sont trop hautes pour moi. Cascade. Ça dit, vous venez à une conférence testiculée.
Et j'ai choisi de rejoindre Francis Bouygues parce que c'est un homme qui a une qualité absolument extraordinaire aujourd'hui. Francis Bouygues est un homme qui dit ce qu'il fait et qui fait tout ce qu'il dit. Patrick Lelay. Le projet de reprise de TF1 que nous vous présentons aujourd'hui est basé sur des idées simples. Tout d'abord, respecter le téléspectateur. Faire absorber au public français des séries américaines, ça n'est pas une fatalité. La culture française est menacée, c'est vrai, mais la culture française doit résister. Ce que vous acceptez, cependant, même si je sais que c'est très difficile au sein d'une grande chaîne généraliste, est-ce que vous acceptez, cependant, Monsieur Lelay, de réserver des plages régulières à des émissions culturelles ambitieuses? Madame Tasca. Une chaîne qui entend être la première ne peut le rester uniquement sur la diffusion des programmes les plus simples à absorber. Nous avons donc une politique culturelle ambitieuse. Nous avons d'ores et déjà programmé pour cette première année au moins 8 grands concerts qui représenteront 16 heures de diffusion. Et aussi 3 grands spectacles lyriques et chorégraphiques type Bayreuth, chorégraphie d'Orange. Il a dit chorégraphie d'Orange. Et puis aussi quelques spectacles plus populaires. Nous avons l'ambition d'être une chaîne de culture et d'imposer notre image de ce point de vue. Ben oui, parce que quand on est la grande chaîne de diffusion qui est la une, on peut se permettre de ne pas toujours regarder l'audimat. Messieurs, je pense que vous avez compris, nous aimons TF1, c'est une évidence aujourd'hui. Aussi, nous vous demandons, parce que nous pensons qu'avec nous, TF1 sera une chaîne qui gagne en France et à l'étranger, aussi nous vous demandons de nous faire confiance, mesdames et messieurs les commissaires, monsieur les présidents. Voilà, je vous jure, parce que c'est une partie des propos qui ont été échangés ce jour-là, à l'avril de 87. Devant la CNCF. Alors, c'est pas vous. Mais entre les engagements qu'a pris Patrick Lelay, ce qu'on peut voir aujourd'hui sur TF1, même depuis très longtemps sur TF1, il me semble qu'il y a une petite différence. En même temps, on aurait pu s'en douter. Je sais pas si vous avez. Parce que, en fait, aujourd'hui, quand on privatise un service public, nous passons instantanément du statut d'usager, d'accord, au statut de client. Mais là, avec la privatisation de TF1, ça a été pire que ça. C'est-à-dire qu'on est passé directement du statut d'usager au statut de produit. C'est-à-dire nous sommes le produit que TF1 vend à des annonceurs. D'ailleurs, Patrick Lelay, dans un bouquin d'interview en 2001, était très clair sur le sujet, le même qui nous dit qu'il s'engage à passer Bayreuth, Orange, etc. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre ses produits. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Ouais, disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le préparer, de le distraire, de le détendre entre deux messages. Ce que nous vendons à TF1, c'est du temps de cerveau disponible. En même temps, on n'a pas été très bon sur le coup, parce que cette concession, normalement, elle devait durer 10 ans. C'est-à-dire qu'on allait de 87 à 97. Sauf qu'entre-temps, le ministre de la Culture a changé. C'était plus François Léotard, c'était devenu Alain Carignan. Donc Alain Carignan, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il a fait 3 ans de prison pour avoir vendu l'eau de sa ville, Grenoble, à un petit groupe de Veolia. Et donc Carignan a fait passer subrepticement, comme ça se fait nuitamment à l'Assemblée nationale,
un amendement qui prévoyait que la concession accordée de 10 ans était renouvelable automatiquement 2 fois 5 ans. Donc de 97, on est passé à 2007. Sauf qu'en 2005, Dominique de Villepin, qui est Premier ministre, décide qu'au 1er janvier 2012, la France doit être couverte par la TNT, télévision numérique terrestre. Alors donc, on ne va pas emmerder le groupe Bouygues pour 5 malheureuses années, faire repasser devant la commission. On va prolonger la concession de TF1 jusqu'au 1er janvier 2012. Et donc, au 1er janvier 2012, on a une nouvelle concession qui va jusqu'à fin 2022. Donc, TF1 a réussi ce petit prodige d'avoir une concession de 10 ans, pour laquelle ils se sont absolument assis sur les engagements qu'ils avaient pris. Concession de 10 ans qui va durer de 1987 à 2023. Là, on n'a rien dit. Voilà, c'était les débuts de la privatisation en France. C'est le premier service public français qui est livré à la privatisation. Alors pendant ce temps, nous, on avait continué à faire du tango. Et là, ça c'était compliqué parce que tout seul, j'arrivais à faire plein de trucs. Hein. C'était super tout ça. Le problème, c'était quand on a commencé à danser en couple avec ma compagne. Alors là c'était déjà beaucoup moins simple. Parce que dans la danse en couple, tous les rapports de couple se retrouvent. Tous ces rapports de force qui sont là, comment ça se passe. Et donc, si jamais vous avez un couple qui bat un peu de l'aile et vous dites, bah tiens, ça serait cool si on faisait du tambour, peut-être qu'on pourrait se remettre ensemble, je vous le conseille assez fortement. On voit les couples se créer, alors on voit aussi qui explosent. Hein. Et donc, alors il y a une image qui colle au tango, qui est l'image du machisme. Alors je vais la faire un petit peu dans... parce que les gens ont l'impression que le tango, c'est le mec qui dirige, c'est le mec tout puissant qui dirige. C'est pas du tout comme ça. Ça se passe. Le tango est une danse extrêmement codifiée. Et rien parce que vous proposez un guidage, après vous avez une réponse. Effectivement, vous pouvez jouer le mufle, c'est-à-dire si c'est pas ce que vous attendiez, et ça se passe des fois. Vous avez des mecs qui la plantent, qui engueulent leur partenaire en disant toi ça je te dis non, mais c'est pas du tout comme ça se passe. C'est constamment une histoire de proposition, de réponse, et comment je fais avec la réponse et tout ça. Et même dans l'invitation, parce que l'invitation est extrêmement codifiée. Vous ne vous présentez pas lors d'un bal tango, vous n'allez pas devant la personne pour demander pour l'inviter. En fait, c'est un jeu très très subtil. C'est des jeux de regard. Les gens se regardent. Donc, si j'ai envie, par exemple, de danser avec Solène, je vais essayer de capter son regard. C'est parfois très difficile quand... Ah, pardon, excuse-moi. Je suis trompé dans les noms. Pauline. Si je veux danser avec Pauline, je vais essayer de capter son regard. Si jamais Pauline décide qu'elle ne veut pas danser avec moi, elle détourne le regard. Je sais qu'elle n'a pas envie de danser avec moi. Je ne vais pas aller l'emmerder à sa table. Et les femmes peuvent faire aussi, parce que les femmes, elles cherchent à capter le regard des mecs aussi. C'est tout ce jeu extrêmement subtil. Et pour dire que même en Argentine, pays soi-disant hyper machiste, c'est comme ça, petite anecdote, à Buenos Aires, dans un grand club de tango, il y avait un groupe, c'était des Américaines, les 5 Américaines qui étaient là, qui étaient venues faire des cours pendant une semaine. Et donc le dernier jour, ils viennent à Simrimbo faire des... Et donc il y a un vieux maestro argentin qui a 78 ans. C'est un des grands mecs du tango. Et donc l'autre, il repère une des Américaines qui est une superbe fille. Donc il cherche à capter son regard. L'autre, on n'a rien à cirer, c'est un mec de 78 ans qui est à moitié ratatiné sur une table devant un verre de vin. Ce jeu n'a rien à foutre, elle a 25 ans. Et l'autre, il essaye de la choper, elle ne répond pas. Donc au bout d'un moment, il en a marre, il se lève, il va à la table pour l'inviter. Et l'autre, son prof lui a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc il lui dit non. Et l'autre prend ça comme une insulte absolument... il ne supporte pas, il pète les plombs. Et là, il y a toutes les Argentines qui sont dans la salle, qui vont défendre l'Américain. Qui disent non, il n'a pas à gueuler.
C'est lui qui ne respecte pas l'école. T'as raison. Tout ce petit. Donc vous retrouvez tous ces rapports de couple, et alors après, quand vous allez dans le bal qui s'appelle Mimi Longa, là vous allez avoir, il suffit d'observer les gens, vous allez savoir comment ils se comportent dans la vie. Parce qu'en fait là aussi c'est extrêmement codifié, mais très souvent vous avez des gens. Le monde leur appartient, je veux dire, ils sont avec. Je veux dire, ils trimballent, ils traversent la piste, ils vous bousculent. Pour ça se passe. Je ne vais pas dépasser. Suivez le couple, ça tourne. Et c'est pour ça que dans les Milonga, on va avoir 3, voire 4 morceaux d'affilée, parce qu'il y a une énergie qui est dans la musique. Et les couples doivent suivre l'énergie de la musique. Et au bout là, donc les premiers, c'est le premier tango, c'est un peu confus. Le deuxième, ça s'améliore. Et quand vous avez 20 couples sur une piste qui s'arrêtent exactement sur les pauses de la musique, qui repartent en même temps, il n'y en a aucun qui fait la même chose, on est d'accord. C'est une piste qui circule. Vous avez une puissance du groupe, et c'est pour ça que ce tango s'appelle le tango social. Il y a une socialité dans le tango. Or, aujourd'hui, elle est extrêmement dévoyée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'apparition du libéralisme dans le tango. Et le tango nuevo est extrêmement libéral. Dans le nuevo, vous faites ce que vous voulez. Vous traversez la piste en diagonale comme vous voulez. Il n'y a plus de sens, vous bousculez tout le monde. C'est celui qui est le plus fort dans le nuevo qui gagne. C'est pas ça en Argentine, c'est pas ça le tango. C'est pas ça le tango populaire. Et quand vous êtes sur le tango social, le tango populaire, vous avez tout le monde qui marche ensemble. Un effet de puissance, c'est extraordinaire. Et donc c'est là-dedans qu'on s'est retrouvé avec ma compagne. Ça fait quelques mois qu'on en sait, c'est arrivé. Donc on est rentré on a commencé à on ne savait faire aucune figure, on marchait autour. On a fait 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. En fait on faisait un marathon autour de la piste. Ce qui est assez épuisant. Donc au bout d'un moment, on dit on va se calmer, on va s'asseoir, boire un coup, on quitte la piste, on s'assoit. Et alors là, il y a un mec qui arrive, on m'accompagne, et qui l'invite à danser. Vous savez pas ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, t'as qu'à en faire autant. Et bien là, c'est pas facile. Comment dire ça? Très très compliqué, en tout cas pour moi, d'aller inviter une femme que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue, de l'inviter, de la prendre dans mes bras. J'ai jamais été capable, par exemple, je suis toujours incapable, si je veux, de dire à une femme dans la rue qu'elle a un joli sourire. Ça remonte à loin, ça remonte. Quand j'allais en colonie de vacances, c'était terrible. Je veux dire, je suis toujours tombé amoureux. Forcément, il y avait au moins une fille dans les colos dont je tombais amoureux. Et alors, systématiquement, elle partait avec le grand con, qui mesurait une tête de plus que moi, qui avait les cheveux frisés et tout. J'ai gardé un truc avec ça. Mais même là, dans le tango, ça a été. Parce que comme je suis petit, 40 au garrot, tout ça. Je veux dire, au début, les femmes ne voulaient pas forcément danser avec moi, c'était compliqué. La seule façon que j'ai eue de pouvoir danser, c'était justement de devenir un bon danseur. Et donc j'ai toujours eu. Enfin, c'est pas simple quand vous êtes petit d'aller trouver une femme. Genre quand vous êtes un espèce de Franck Lepage, un grand mec, blond, avec cheveux longs, hyper survenu. Le ventre plat. Ok, c'est fastoche. Mais quand vous êtes tout petit et tout, c'est vachement compliqué. Donc voilà, elle m'a dit, t'as qu'à faire pareil, t'as qu'à l'inviter. Alors je dis ouais. Je suis allé m'asseoir. Je suis allé m'asseoir, puis donc là je les ai regardés. Donc en gros, la réflexion, ça. De toute façon, elle est trop grande. Celle-ci, elle est moins trop jolie, de toute façon.
faut pas exagérer non plus. À l'époque, je ne savais pas le coup derrière. Ah, trop tard. Et là, donc, on est parti pour 3 tangos. C'était la première fois que je faisais une tanga. Une personne que je ne connaissais pas. Donc, 3 tangos, ça fait 9 minutes. Alors, 9 minutes en apnée, je peux vous dire, c'est long. Bon, en même temps, il n'y a pas qu'au tango que les gens dansent à deux. En politique aussi, ça leur arrive. C'est arrivé, Chirac, par exemple, qui avait fini par accéder à son rêve suprême, était devenu président de la République en 95. Alors en 97, je ne sais pas ce qui lui prend. C'est très curieux. C'est bizarre. J'ai une explication, enfin moi, elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la livre comme ça. J'imagine que Robert Bourgi, qui était Monsieur Afrique, écrivez comme vous voulez, donc le mec qui ramenait les valises de billets de chez Omar Bongo, là, est venu se pointer un jour avec des valises encore plus pleines qu'à l'habitude. Villepin et Chirac sont pochetronnés, et donc Chirac s'est pointé un soir à la télé. Chers compatriotes, après consultation de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Après consultation de Premier ministre, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Cool. Le RPR. Ratatiné, éparpillé façon plus de RPR aux 4 coins de Paris qu'on l'a retrouvé. Alors, nous avec mes copains, on bichait quand même un petit peu parce que malgré tout, on avait lu le programme du Parti socialiste pour ces élections législatives. Je vais vous montrer, ça s'appelait Changeons d'avenir. Les socialistes sont assez balèzes avec l'avenir en fait. Je ne sais même pas, Changeons d'avenir. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qu'ils écrivaient dans Changeons d'avenir. C'était en vert et tout, c'est cool. Alors, ils disaient ceci. Des services publics de qualité, garantissant à tous l'égalité d'accès et de traitement, à Paris ou en province, dans les villes ou les campagnes, voilà ce que les citoyens sont en droit d'attendre de l'État. Sécurité, éducation, transport, santé, poste, télécommunications. Ces services publics doivent être garantis à tous les Français. Nous considérons que le service public à la française est un exemple. Nous refusons la privatisation des services publics et leur transformation en objet de profit. Cool. Sauf que c'est Chirac qui avait engagé la privatisation de France Télécom. On s'est dit, c'est bon, ça s'arrête. Parce que Chirac, il avait l'oreille des lobbies bruxellois, tout ça. On s'est dit, c'est cool, là, le PS 97, on va avoir Jospin, Premier ministre. Sauf que Jospin a nommé Strauss-Kahn comme ministre des Finances, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est Strauss-Kahn qui a fait la privatisation de France Télécom. Strauss-Kahn a été les voir, on a dit, mais quand même, monsieur le ministre, vous avez vu ce que vous avez dit? Vous vous rappelez ce qu'a dit Strauss-Kahn? Strauss-Kahn nous a dit, mais... Pardon? Ouais. Strauss-Kahn a dit, mais on n'a pas privatisé. On a ouvert le capital. C'est des enfoirés. Donc là, si vous le permettez, je vais régler quelques comptes avec le Parti socialiste. Parce que depuis quelques mois, il me court sérieux sur... Donc, déjà, ouais, parce que c'est tout ce détournement du langage. On a ouvert le capital. Il n'arrête pas. L'autre fois, j'avais rencontré Bernard Poignant, qui était l'ancien maire de Quimper, qui était président du groupe socialiste au Parlement européen, et qui est aujourd'hui conseiller de Hollande, pas n'importe qui.
Et donc on disait, mais quand même, les services publics avec l'OMC, dont on parlera tout à l'heure, ça... Et Poignant me répond, écoutez monsieur, moi les services publics, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais que le service au public. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil, le service au public et le service public. Et il suffit de rajouter ce petit vocable-là entre service public pour en changer complètement le sens. De la même façon, quand Bourdieu écrit un texte qui s'appelle « Pour refonder une gauche de gauche », il suffit de rajouter là entre gauche de gauche pour faire gauche de la gauche. Donc aujourd'hui, vous avez la gauche, c'est-à-dire le PS, qui est la gauche. Vous avez la gauche de la gauche. Et donc, en permanence, on est sur ces histoires de langage. Donc, méfiance avec le langage. Et donc, que Strauss-Kahn nous a fait la privatisation, finalement, ça n'est pas un hasard. Parce qu'en 1985, il y a 5 quadras du Parti socialiste qui ont commis un ouvrage qui est aujourd'hui introuvable, qui s'appelle La gauche bouge. Il s'appelait le collectif trans. On sait aujourd'hui qui sont les signataires de ce collectif trans. Donc on avait un Jean-Michel Gaillard qui est décédé aujourd'hui, qui a jamais rien fait, on s'en fout. On avait Jean-Pierre Mignard, donc, qui est l'avocat de Ségolène Royal, qui est un membre influent du Parti socialiste. Jean-Pierre Jouyet. Alors Jouyet, il est aujourd'hui conseiller de Hollande, mais il était proche de Sarkozy, s'est occupé de la commission des affaires de bourse. On a Jean-Yves Le Drian, qu'on connaît bien en Bretagne, et, cerise sur le gâteau, François Hollande lui-même. Et donc, dans ce bouquin, ils écrivaient, tenez-vous là, ce n'est pas par calcul ou malignité que la gauche a accepté de laisser fermer les entreprises ou d'entamer le pouvoir d'achat des Français. C'est par lucidité. Refuser ces évolutions, et ça en aurait été fait de la perspective d'une gestion régulière du pays par la gauche. Donc après ça, vous comprenez que Hollande n'a aucun mal à faire mettre en place la loi Macron, la loi Rebsamen et la loi El Khomri. Je veux dire, ces gens font la politique qu'ils décrivent là. Il n'y a pas de surprise à avoir. Alors, quand on nous dit que la loi El Khomri va favoriser les salariés, oui. Ça va. Il faut arrêter de nous prendre pour les bacanouches, comme il dit. Non, on a vraiment un problème avec le Parti socialiste. Enfin, moi je suis né à Paris au milieu des années 50. Oui, ça va, hein. À Paris, à côté de la gare de Lyon. Alors à cette époque-là, il y a 2 marqueurs sociaux. Il y a la télévision et il y a le téléphone. Les riches, ils ont la télévision. Les très riches, ils ont la télévision et le téléphone. Alors nous, quand on était gamins, ce qui nous fascinait, c'était la télévision. Putain, voir la télévision, c'était magique, la télévision. Mercredi après-midi, t'avais Zorro, t'avais Rintintin. La télé. La télé, il faut comprendre, c'est pas le truc de 2 mètres de large qu'on a aujourd'hui, en couleur et tout. Non, c'était un truc, c'était grand comme ça. C'était en noir et blanc. Et alors, je me souviens de samedi après-midi où mon père me prenait par la main, on descendait les 4 étages, on traversait la petite cour de Lyon, on passait sous le porche, et juste à gauche, quand on arrivait sur l'avenue de Ménil, là, il y avait un petit magasin d'électroménager. Et alors, c'était les samedis où il y avait le tournoi des 5 nations. Et alors, le propriétaire du magasin, il tournait une télé vers la rue. Alors là, vous aviez tout un attroupement, il y avait 30-40 personnes devant le magasin. C'était gamin, je ne sais pas comment ils faisaient, mais parce que il y avait des matchs France-Irlande. La France, ils étaient en bleu, les Irlandais, ils étaient en vert, sur un écran qui est gros comme ça, en noir et blanc. Et bien sur le trottoir, c'était ouais, c'est Sponguero qui extrait la mêlée, qui passe à Coméradéron avec un chasseur intercalé et qui passe à Malévé, qui va aplatir. Une ambiance sur les trottoirs. C'était populaire.
Le téléphone, je ne peux pas dire. Honnêtement, le téléphone, on s'en foutait. On aurait eu le téléphone, je ne sais pas à qui on aurait téléphoné, on ne connaissait personne qui l'avait. Et pourtant, le téléphone, c'était un gros bordel. Le téléphone. En fait, le téléphone, à l'époque, je sais parce que mon père, c'est lui qui a monté, il était à l'époque au PTT. Parce qu'à l'époque, les PTT, c'était un ministère, c'est des fonctionnaires au PTT, il y avait un ministre des PTT. Alors que le téléphone, c'était une grosse galère, parce que si vous étiez des pauvres comme nous, pour téléphoner, éventuellement, il fallait aller à la poste. Donc à la poste, il y avait la préposée. Vous lui donniez le numéro que vous vouliez appeler, et elle appelait un standard dans lequel il y avait une opératrice. Alors l'opératrice, elle faisait des tableaux avec des fiches, et donc elle mettait en contact, en rapport, la ligne qui appelait et celle qui allait être appelée. C'était très compliqué de téléphoner, donc ça avait donné lieu à un sketch de quelqu'un qui s'appelait Fernand Reynaud, qui allait à la poste pour avoir le 22 à Asnières. Forcément, la préposée, c'était une fonctionnaire, donc une grosse feignasse. Donc, quand il arrive, elle est en train de tricoter. D'accord ? Donc, il lui demande le 22 à Asnières, donc elle appelle l'opératrice, elle s'aperçoit qu'elle connaît l'opératrice, donc elle commence à parler de leur week-end, où elles sont allées danser, etc. Elle ne filme pas son numéro. Donc, ça a fait beaucoup rigoler les gens, mais c'est un désengage en règle de la fonction publique, du service public. Les fonctionnaires sont des fainéants par essence. Méfiez-vous des comiques. Les comiques véhiculent souvent des idées réactionnaires. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, c'est Danny Boone. Danny Boone a fait un truc sur la Poste. Ça vous dit rien ? Vous l'avez vu ? C'est à peu près pareil. Il dit la publicité de la Poste, c'est bouger avec la Poste. Bah, s'il y a bien un endroit qui ne bouge pas en France, c'est bien la Poste. Tu as déjà été faire la queue à la Poste, tu as 10 guichets, il y en a 2 d'ouverts, et tu attends jusqu'à midi, et finalement, quand tu arrives à midi moins 2, le mec il ferme le truc, tu reviens l'après-midi. C'est fonctionnaire. Il n'a pas fait un sketch sur Carrefour. Hein. Quand tu vas à Carrefour, qui a 60 caisses, il y en a 3 ouvertes, c'est pareil, il a la queue, il n'a pas fait la C'est mon père qui a monté les lignes de téléphone avec ses collègues. Ils ont construit des centraux, ils ont tiré les lignes. C'est ça qui marche aujourd'hui. C'est ça que Strauss-Kahn a vendu. Alors effectivement, mon père, avec ses collègues, ses copains, etc., ont construit des centraux téléphoniques, ont tiré les lignes, donc le téléphone automatique marche bien. Donc aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je m'en rappelle, on a dû mettre 2 ans entre la demande de téléphone et le moment où on l'a eu réellement, en 74-75, c'était très très long. Donc aujourd'hui, ça va très très vite. Vous allez dans une agence Orange, France Télécom, tout ce que vous voulez, vous sortez au bout de 10 minutes avec un téléphone portable, avec une ligne internet. Ça va très très vite. Ça marche très vite. Sauf quand ça marche plus. Là, c'est le début de la galère. C'est ce qui nous est arrivé un matin. Donc, je vous raconte des petites anecdotes sur ma vie privée. Donc, en général, le matin, je me lève pour mon petit café. Donc, la première occupation dans la journée, c'est d'aller devant l'ordinateur et de regarder ma messagerie. Et là, un matin, pas de messagerie. C'est déjà arrivé, je sais ce qu'il faut faire, donc je descends, je vais à la livebox, je la débranche, je la rebranche. Il y a des spécialistes, on va avoir des trucs à se raconter tout à l'heure. Donc je la rebranche, les petites diodes clignotent comme il faut et tout, je remonte à l'ordi, toujours pas de connexion. Je refais l'opération, ça marche toujours pas, donc je me dis, je vais téléphoner, et là au moment de téléphoner, rien, plus de ligne non plus.
J'ai appris, après, ça s'appelle du slamming, c'est-à-dire qu'il y a une telle concurrence entre les opérateurs téléphoniques aujourd'hui qu'il leur arrive de s'écraser les lignes entre eux. C'est-à-dire pour faire passer les lignes quand il n'y a plus suffisamment de place, ils écrasent des lignes existantes, et là, vous tombez dans une galère. Donc, plus de téléphone, je me dis, bon, casse la tienne, il est 9h du matin, je vais descendre à l'agence commerciale, il est bonne heure, il ne va pas y avoir grand monde, je ne vais pas y rester très longtemps. Le seul truc, c'est que eux, ils savent aussi qu'à ce moment-là, il n'y a pas grand monde, donc il n'y a pas grand monde non plus pour recevoir. Donc voilà, il était occupé, j'ai attendu, donc après ça a été un tour. C'était un espèce de grand mec qui arrivait, beau, un costard, un peu comme moi. Voilà pour le costard. Et donc il dit, et donc je lui explique, je lui dis, voilà, ce matin, je vais aller sur Internet, je n'ai plus d'Internet, j'ai débranché, j'ai rebranché, ça ne marche plus, et j'ai même plus de ligne téléphonique. Et là, il me dit, mais monsieur, je ne peux rien faire pour vous. Je dis, comment ça ? Non, monsieur, il faut téléphoner. Je la refais. Je vous ai dit qu'il n'y a plus de téléphone. Alors, un conseil, ne faites jamais ça, parce que il me dit, mais vous n'avez pas un téléphone portable ? Je n'avais pas, j'en avais pas. Donc là, vous passez illico dans la catégorie des sous-hommes. Le mec, il m'a regardé, mais comme si j'arrivais de je ne sais pas quelle planète. T'as pas de téléphone portable ? Pardon ? Allô, quoi ? Ouais, allô, quoi. Donc, dans un premier temps, il a été très, très ennuyé. Et puis finalement, il est allé me chercher un vieux téléphone que j'avais imposé. Voilà, pour envoyer, ça doit être le numéro 3. Il est allé me chercher un vieux téléphone. Il m'a dit, alors vous allez vous mettre au fond là-bas, vous allez faire votre 10-14, voilà, puis vous allez voir quelqu'un, ça se passait à peu près comme ça. France Télécom Orange, bonjour. Cet appel est gratuit depuis une ligne fixe France Télécom. Rendez-vous aussi sur orange.fr, accessible 24 heures sur 24. Merci de composer les 10 chiffres de la ligne concernée par votre demande. Vous appelez pour déménager ou ouvrir une nouvelle ligne, faites le 1. Supprimer un nouveau contrat, faites le 2. Vous renseigner sur une offre ou modifier votre compte, faites le 3. Vous informer sur votre facture ou vos paiements, faites le 4. Disposer d'une assistance de votre ligne fixe, Internet ou vos équipements, merci de raccrocher et de contacter nos spécialistes au 39 00 joie 1. Ou si votre ligne fixe est en panne, au 10 13. Pour réécouter ce message, appuyez sur dièse. Pour vous assurer qualité de service et sécurité des transactions, cet appel peut être enregistré. Vous pouvez refuser l'enregistrement auprès du conseiller. Un conseiller va vous répondre dans moins de 8 minutes. Le conseiller commercial va répondre à votre appel. 8 minutes. Parce que, en fait, cette aventure a duré quasiment un mois. Je vais rapidement. Et donc, du coup, j'ai été obligé d'appeler un nombre incalculable de fois avec un téléphone que les collègues m'avaient prêté. Donc, au bout d'un moment, j'avais tellement assez d'attendre les 8 minutes, je me suis amusé à les chronométrer. Et puis, j'ai moyenné. Et donc, la minute moyenne chez France Télécom, elle dure 107 secondes. Donc en fait, ils ont expliqué que notre ligne avait été écrasée, donc ils nous ont donné un nouveau numéro de téléphone. Donc il fallait attendre 48 heures pour qu'il soit effectif. Au bout de 48 heures, on a eu la tonalité. Mais un message qui nous disait qu'on n'avait pas réglé la facture. Donc j'ai retéléphoné. Ils nous ont donné un nouveau numéro de téléphone, ça a recommencé. Enfin, en gros, ça a duré un mois. Il a fallu qu'on attende un mois sans téléphone et sans Internet pour... Voilà. Donc, quand ça marche, ça va vite. Et quand ça marche, c'est très très long. C'est infernal, c'est Kafka. C'est Kafka. Et tout ça à cause d'Hayek. Non ? Non, pas Salma, non. C'est pas l'actrice. Hayek. Friedrich von Hayek. Économiste autrichien
qui va écrire qui va publier en 1944 aux presses universitaires de Chicago La route de la liberté. Il sera suivi par celui qui va être son disciple pendant tout le restant de ses jours, Milton Friedman. Friedman qui publiera aussi aux éditions des universités de Chicago Capitalisme et liberté. Donc ce sont eux qui vont poser les bases de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc grosso modo, c'est assez simple comme théorie. Un individu est libre quand il est libéré de la tutelle de l'État. En fait, l'État est la structure qu'il faut absolument éliminer. Si par hasard l'État conserve des moyens de production, il doit immédiatement les revendre. Et si par hasard, dans ce monde merveilleux, tout est privatisé, il reste des démunis, eh bien la charité est le pouvoir. Alors, en gros, l'idéologie hayékienne, friedmanienne. Alors, en 1944, quand ils pondent ça n'a pas un grand écho. On sort de la guerre. En juillet 1944, on négocie à Bretton Woods, donc c'est Keynes qui a le vent en poupe, on est sur les idées keynésiennes. Mais malgré tout, ces petites idées-là qui ont été mises comme ça, elles vont essaimer, elles vont être prises effectivement par les groupes de pression peu nombreux mais extrêmement influents, et elles vont progresser sans qu'on s'en aperçoive. Et donc, si tu veux mettre le morceau suivant, juste une seconde, c'est un extrait d'une interview de Georges Pompidou en 1967. En 1967, Georges Pompidou est encore Premier ministre. Et voilà ce qu'il déclare à la télévision en 1967. Le problème de la concurrence à l'intérieur du marché commun est un problème sérieux, est un problème grave. Seulement, ce que je souhaiterais pour ma part, c'est que ceux qui s'adressent comme vous-même, qui s'adressent aux industriels, aux commerçants, à ceux qui dirigent l'économie, au lieu de leur dire ça va mal et c'est la faute du gouvernement, leur disent vous avez pendant 50 ans vécu à l'abri de protection inadmissible. Pendant 50 ans, vous étiez tranquille. Chacun produisait sa petite affaire, sans savoir à quel prix il revient, et la vendait tranquillement avec son petit bénéfice. Il y avait de bonnes frontières douanières, il n'y avait aucune concurrence, et le client français était traité comme un client qui était obligé de payer ce qu'on lui donnait au prix qu'on demandait. Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections. C'est clair. C'est clair. 67. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas une crise, c'est un système. C'est ça, ce que ce système avait donné. Et donc, ça me permet de faire, moi, un hommage à ce moment à quelqu'un. Je vais lire l'extrait d'une allocution que cette personne a fait à la tribune de l'ONU le 4 décembre 1972. Il déclarait « Nous sommes face à un véritable conflit entre les multinationales et les États. Ces derniers ne sont plus maîtres de leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires, à cause des multinationales qui ne dépendent d'aucun État. Elles opèrent sans assumer leurs responsabilités et ne sont contrôlées par aucun Parlement, ni par aucune instance représentative de l'intérêt général. En un mot, c'est la structure politique du monde qui est ébranlée. Les grandes entreprises multinationales nuisent non seulement aux intérêts des pays en voie de développement, mais aussi par leurs activités asservissantes et incontrôlées aux pays industrialisés où elles s'installent. 1972. C'est qui? Salvador Allende. Bravo à elle. Pigez pourquoi ils l'ont désingué. Donc
voilà, ces idées, elles font leur chemin, et donc elles vont trouver leur aboutissement, leur avènement à partir de 1981, avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. Thatcher, dont le slogan de campagne, c'était « faire reculer l'État ». Quant à Reagan, lui, dans son discours d'investiture à la Maison-Blanche, il avait dit, dans les périodes difficiles que nous traversons, ce n'est pas l'État qui est la solution, c'est l'État qui est le problème. Donc voilà, l'ennemi est clairement désigné, c'est l'État. Et Reagan va relancer une série de négociations d'une structure qui est tombée quasiment en désuétude en 1980, qui est le GATT, des accords sur les tarifs douaniers. Quasiment plus de négociations, donc il va relancer ça. Donc ça va se démarrer à Punta del Este en 1986. Donc Punta del Este, c'est l'Uruguay. C'est juste en face Buenos Aires, en fait. C'est aussi accessoirement à des autres pays du Tango. Et donc ils vont démarrer ce cycle de négociation en 1986 et il va trouver son aboutissement en avril 1994. Et en avril 1994, on voit arriver l'Organisation mondiale du commerce. C'est la création de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, c'est quoi l'Organisation mondiale du commerce? C'est une série en fait de 60 accords. 60 accords, avec les annexes, ça représente un tas à peu près comme ça, de 28 000 pages. Il y a des accords sur tout. Donc, le premier de ces accords, c'est celui qui crée effectivement l'Organisation mondiale du commerce. Les accords sur les normes sanitaires et phytosanitaires, il y a des accords sur l'agriculture, il y a des accords sur les obstacles techniques au commerce. Alors les obstacles techniques au commerce, en fait, ce sont en général des législations environnementales ou sociales. C'est-à-dire que si vous décidez que des chemises qui sont fabriquées par des petits-enfants, c'est pas bien, et que vous en interdisez l'importation chez vous, c'est un obstacle technique au commerce. Vous pouvez être poursuivi pour ça. Si vous décidez que d'importer du bœuf aux hormones, c'est mauvais pour la santé, c'est potentiellement cancérigène, c'est un obstacle technique au commerce. C'est ce qui a fait que les États-Unis ont porté plainte contre l'Union européenne et qu'ils ont gagné, ce qui leur a permis de mettre des taxes, en particulier sur le Roquefort, ce qui fait que Beauvais s'est amusé à démonter le McDonald's de Millau. Donc la seule fois où une plainte n'a pas abouti, ça a été une plainte du Canada contre l'Union européenne, encore une fois, sur l'amiante. L'Union européenne a réussi à démontrer que l'amiante était cancérigène et que donc en tant que telle, elle était fondée à ne pas l'importer. Ce qui n'empêche pas le Canada de vendre de l'amiante cancérigène partout ailleurs, hein, mais nous, on y échappe. Donc les obstacles techniques au commerce sont des législations sociales ou environnementales à chaque fois, et généralement toutes les plaintes qui ont été portées sont allées à l'encontre de ces législations sociales ou environnementales. On a un accord qui crée l'organe de règlement de différends. Donc c'est celui qui statue, c'est le bras armé de l'Organisation mondiale du commerce. Donc là, ce sont des États qui portent plainte contre d'autres États. C'est jugé par un trio d'avocats spécialistes du monde des affaires, ce sont eux qui gèrent ça. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'on trouve à peu près la même chose sur les accords TAFTA, CETA, TISA, tout ce que vous voulez. On a un accord sur les droits de propriété intellectuelle. Donc ce sont ces droits qui vont permettre à des gens de déposer des brevets pour faire des organismes modifiés génétiquement. Et puis, on a ce fameux accord sur le service. C'est de celui-là dont on va parler. Parce que celui-là, c'est une vraie saloperie. C'est cet accord qui va aboutir à la privatisation de tout ce que nous appelons le service public. Et ils sont allés planquer l'article le plus scélérat à la 19e place. Parce que en fait, l'article 19 de l'accord sur le commerce des services stipule que les États membres engageront des séries de négociations successives qui auront lieu périodiquement en vue d'élever progressivement le niveau de libéralisation. Vous avez pigé, libéralisation, c'est déréglementation, privatisation, ça marche ensemble. Et donc c'est un accord qui n'a pas de fin, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir terminé un cycle de négociation, on en réentamera un autre pour monter à chaque fois ce niveau. Alors là, vous avez toujours un ami socialiste qui dit oui, non mais là tu vois toujours le mal partout, alors que tu vois bien,
lis l'article 1, il est dit que les services entendent de tous les services de tous les secteurs, à l'exception de ceux fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Donc nos services publics sont préservés. Toujours du socialiste, hein, parce que l'alinéa suivant stipule que les services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental s'entendent de services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, c'est-à-dire tout ce qui est poste, SNCF, etc., rentre en champ d'accord, ni en concurrence avec un ou plusieurs autres fournisseurs de services. À la mesure où vous avez des écoles, des lycées privés, des cliniques privées, eh bien, l'éducation, la santé, effectivement, tombent dans le champ de cet accord. Et donc tout est privatisable. Et pour qu'on en soit bien convaincu, cette fameuse organisation du commerce, elle nous a conduit la liste de tous les services et de tous les secteurs de services en question. Donc il y a 12 secteurs de services qui sont même subdivisés en sous-secteurs de services. Alors les premières fois que j'ai fait la conf, je m'amusais à lire, c'est très chiant, hein, juste pour... Alors, vous avez les services fournis aux entreprises, donc les services professionnels, les services juridiques, les services comptables. Il y en a toute une liste comme ça. Donc, généralement, quand je faisais ça, il y a à peu près la moitié de la salle qui partait. Les autres, ils étaient déjà endormis. Donc, pour présenter ces secteurs de services, je me suis amusé à essayer, en tout cas, de les présenter autrement, de façon un peu plus attractive. Je me dis que finalement j'aurais pu être un acteur de théâtre. Je serais bien vu dans la cour d'honneur à Avignon, des classes. Afin d'en percevoir les probables méfaits, laissez-moi en détail vous raconter ces faits qui rendent nos services publics plus qu'éphémères. Pour que la potion ne soit trop amère, je vais vous la livrer envers Alexandrin. Tout seigneur, tout honneur, voici le secteur 1, celui des services fournis aux entreprises, dont rien n'est trop parfait qui renforce l'emprise. Secteur 2, celui des communications, nous savons l'ancienne libéralisation. Et même la construction, l'ingénierie connexe et la distribution en vrac et ses annexes constituent un secteur. Le troisième aussi. Le quatrième enfin. Il n'y a pas de souci. Secteur 5. Celui lié à l'éducation. Objet des plus rentables, suprême tentation. Primaire et secondaire, et même le supérieur offert aux financiers pour qu'ils y fassent leur beurre. Vous pensiez cela à jamais impossible? La soif de profit est bien irrépressible. Secteur 6, dédié à l'environnement, nous passons à celui 7 des financements, où tous ces bons milliards à faire fructifier iront vite irriguer les circuits financiers, que la gente OMC, suzerains et vassaux protégeront avec les paradis fiscaux. Et puis les hôpitaux, que les gueux veulent public, ils pensent à leur santé quand il faut penser fric, car à trop se soigner, l'État creuse la dette de notre triple A. L'envoie aux oubliettes. Tourisme, sport, culture, les budgets alourdissent. Nous ont pu suivre, ils sont 9 et 10. Bien sûr, ils ne pouvaient oublier les transports. Il faut admettre que là, vraiment, ils ont fait fort. De tous, c'est celui-là qui en a préférence, car ce 11e secteur vise à leur délivrance. Ferroviaire, maritime et aussi le fluvial, aérien, bien sûr, et même le spatial. Leurs ailes libérateurs, les grisants, c'est heureux, ils oublièrent de peu les transports amoureux. Et vous pensiez que là s'arrête cet inventaire? Non, non. D'imagination, ils n'ont plus qu'un prévert. Elles inventèrent enfin un 12e secteur, celui des autres services, ceux non compris ailleurs. Elles ont fait 12 secteurs de services comme ça. Et le dernier s'appelle effectivement service non compris ailleurs. Donc tout, absolument tout doit y passer. Et l'éducation et la santé sont des secteurs absolument prioritaires parce qu'il y a des enjeux financiers colossaux sur ces secteurs.
Alors voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être restés. Pour vous remercier d'être restés, je vais vous délivrer le secret du tango. Ce qui fait que le tango n'est pas du judo. C'est différent, comment ça se passe. Et donc là, je vais avoir besoin d'une partenaire. C'est bien d'une partenaire. Parce que j'ai décidé d'assumer aujourd'hui la condition. Il faut que je vous raconte, ça s'est passé à Bruxelles, j'avais la conf à Bruxelles. Et donc à ce moment-là, je dis voilà, je voudrais avoir une partenaire pour monter avec moi pour vous expliquer comment ça marche le tango. Et là, au deuxième rang, il y avait un babacool, mais un babacool de chez Babacool, tu vois, des cheveux longs, une grosse barbe noire et blanc, un short et des sandales avec les orteils. Et là, le mec m'a dit non, attends, tu demandes une femme, mais attends, l'histoire du tango, je la connais aussi bien que toi. Et donc, au début du tango, les mecs dansaient entre eux. Donc, il n'y a pas de raison que tu demandes une partenaire. Moi, je vais aller faire la démo. J'ai accepté. Je regrette. Alors, juste petite précision, en fait, les mecs dansaient entre eux, c'était pour s'entraîner. Parce qu'en Argentine, à cette époque-là, l'essence du tango au début du XXe siècle, en fait, il y a énormément d'émigrés qui arrivent, et il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. En gros, il y a 20 mecs pour 3 femmes, et le fait d'être un bon danseur offrait des possibilités plus étendues de trouver une compagne que lorsqu'on était mauvais danseur. Et donc, pour être des bons danseurs, ils s'entraînaient entre eux. Et donc, en bas, ils ne dansaient pas entre eux. Alors, bref, voilà. Donc, j'ai fait la démo avec un mec, je le regrette. Donc, voilà. Nous ne sommes pas très nombreux ce soir, mais il y a quelques... Donc, si une partenaire veut bien nous rejoindre... Soleil. Avec son bandage. Soleil. En plus, c'est très bien. Donc, tu as déjà vu du tango. On va se mettre, faut qu'on se mette dans la lumière. Donc, juste que je vais vous expliquer, en fait, les déplacements, c'est quelque chose de très très léger, très une indication. Et donc, elle va être sur un pied ou sur l'autre, et en fait, c'est juste des petits déplacements, parce que c'est tout l'axe qui va bouger. C'est-à-dire, si je pousse ici, il ne faut pas qu'elle fasse ça. C'est sur un axe. C'est ce que nous avons ici. Donc, ça va être juste sur les côtés, avant arrière. Ok? Donc, on s'entraîne, puis après, on y va. On va faire clipo. On va faire comme. C'était comment c'est les Playmobil là, qui font clipo. Il faut que je rejoins les pieds. Voilà. Alors vas-y, monte sur les. Voilà, elle a des talons. Donc là, je. Ah voilà, elle est déjà partie. C'est trop facile. Ah non, j'arrive. On démarre toute seule. On a arrêté 3 heures avant. On pose. Tu peux mettre le. Donc on va le tenter en musique. On peut sortir un peu je vais faire ensemble. Comment par contre, ça bouge pas, ce que je te préviens. Hasta el borde la copa de champán, de noche de farra y alegría, el dolor que en mi alma quiero más, es la última farra de mi vida, ya se va, mejor dicho siendo terapia aquella que no supo mi amor, nunca parecía. Sola quise muchachos y la quiero y jamás no la podré olvidar.
borracho por él, quién sabe qué hará. Echemos a champán, que todo perdón, bebiéndolo de ahogar, y saben, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará. Es la última para mi vida, muchacho que se va. Mejor dicho, si hay no terapia aquella que no supo de amor, nunca apreciar. Solo quise, muchacho, si la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos una champán, que todo mi dolor, bebiendo de ahogar. Y saben, amigos, díganme, y ha sido por su amor. Querida, se fue. Donc tout ça, donc voilà, ce déplacement. En fait, c'est ce qu'ont pigé les hommes politiques. C'est comment ils nous amenaient là où ils voulaient nous amener sans nous brusquer. Répondez. On dit que vous assistez à une conférence gesticulée, c'est vachement bien, qu'il faut venir. C'est le service de France Télécom, il rappelle. S'excuser. C'est le réveil. C'est le réveil, elle l'avait mis sur 2 heures. C'est l'heure d'aller voler. Donc en fait, c'est ce que les hommes politiques ont pigé, c'est comment ils nous déplaçaient, nous amenaient. Et donc ça a été particulièrement vrai, par exemple, avec France Télécom, quand ils ont voulu privatiser France Télécom. Donc en fait, là, c'était pas tant les réactions du public qui craignaient, mais par contre les réactions des salariés de France Télécom, des syndicats en particulier. En fait, ils ont fait un truc très viscéral. Ils ont proposé aux salariés de France Télécom de devenir actionnaires de la boîte. Et en fait, d'avoir des actions à des tarifs privilégiés. Donc en gros, quand l'action elle est mise en bourse, elle est mise en bourse à 180 francs, ce qui représente à peu près 27 €. Et donc, eux vont les avoir à 140 francs, et s'ils achètent pour 10 000 francs d'actions, en fait, on va leur en donner le double. Et donc, je me souviens que les camarades de Sud, en particulier, sont vent debout absolument contre le fait que les salariés prennent des actions. En fait, ils vont être confrontés à une difficulté absolument gigantesque, parce que l'action elle est mise en bourse à 27 €. Alors, regardez bien. C'est un truc pour spécialistes de la conférence gesticulée. L'action, elle est rentrée dans la bulle Internet qui se forme à 27 €. D'accord. Et donc là, elle a pris la bulle, elle monte dans la bulle, elle va monter jusqu'au plafond. Elle va atteindre 210 € l'action. Sauf que les bulles ont aussi une fin. Et vous savez ce que ça fait une bulle quand elle
On parapente une bulle qui meurt, ça fait... Une bulle qui meurt, ça fait un mouton. Oui, là il y en a eu beaucoup de moutons. Mais donc en finance, une bulle qui meurt, ça fait... Plein de moutons. Ça fait un paquet de pigeons. C'est ça. Parce que si tu veux, l'action a été montée à 217, là elle est partie de 27, elle est montée à 217, et en fait elle va redescendre à 6,90 €. Alors ça va être dramatique parce qu'à France Télécom, il y a des mecs qui avaient pris des actions, qui ont même fait des emprunts pour acheter des actions. Et donc fatalement, parce que l'action a été bloquée pendant 5 ans, et donc ils se sont retrouvés à payer des intérêts sur un emprunt qu'ils avaient fait pour acheter des actions parfois à 100, à 150 €. Et là, il n'y a plus de 6,97 €. Il y a des choses absolument dramatiques chez France Télécom, sauf que la plupart des salariés avaient accepté de rentrer dans le jeu de la privatisation, de la prise d'action. Et donc la privatisation de France Télécom, grosso modo, est passée comme ça, sans faire trop de bruit, Là, le nouvel exemple qu'on a aussi pour nous amener là, c'est la question de la dette. Ils ont créé, la dette se crée de toutes pièces, c'est bien, mais grosso modo, c'est les deux mâchoires de la dette. D'une part, le fait de ne pas pouvoir, que les États ne puissent plus emprunter auprès de leur banque centrale, mais ça, c'est qu'un des éléments, puisque tant que les budgets sont construits en équilibre, il n'y a pas de raison d'emprunter, donc ça ne fonctionne pas. Et donc, à partir de 81, effectivement, on va voir apparaître des budgets en déséquilibre. C'est Delors qui va commencer à baisser les impôts des plus riches et des sociétés. Et petit à petit, on va avoir des budgets qui se construisent en déséquilibre, et donc il va falloir emprunter, et la dette des États va s'envoler. Grosso modo, les chiffres INSEE, la dette de la France au début des années 80 est grosso modo de 400 milliards d'euros. Donc on a plus de 2000 milliards aujourd'hui en l'espace de 30 et quelques années. Et elle double tous les 10 ans. Et donc, cette dette, c'est un formidable outil. On ne va pas laisser cette dette aux générations à venir. On ne peut pas leur laisser ce fardeau. Donc il faut absolument réduire. Et donc pour réduire la dette, il faut réduire le poids de l'État. Il faut supprimer les fonctions. Il faut privatiser les services publics. Et d'ailleurs, Jean-Claude Trichet et Mario Draghi, l'ancien et le nouveau président de la Banque Centrale Européenne, sont fendus d'un courrier, alors je n'ai pas forcément une grande admiration pour lui, mais d'un courrier à Berlusconi au temps où il était encore Premier ministre d'Italie. Donc il lui écrivait ceci: Cher Premier ministre, le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a discuté le 4 août de la situation de l'Italie sur les marchés obligataires. Le gouvernement italien a décidé d'établir un budget équilibré en 2014 et à cette fin a récemment mis en place un paquet fiscal. Ce sont des engagements importants, mais ils ne sont pas suffisants. Dans les circonstances actuelles, nous considérons les mesures suivantes comme indispensables. Une stratégie de réforme globale, profonde et crédible, incluant la libéralisation totale de tous les services publics et les services professionnels est nécessaire. Donc c'est une assurance absolument concertée et réfléchie de creusement de la dette et de réduction du poids de l'État, de suppression des services publics, de privatisation des services publics. C'est à ça, mesdames et messieurs, qu'il va falloir résister. Et là, les Argentins, encore une fois, sont des gens qui nous donnent l'exemple. Le tueur en survie. Parce que le tango, ça a été une musique de résistance. Les Argentins ont décidé déjà de défier la junte militaire qui avait interdit, avec l'aval de l'Église catholique, les rassemblements de plus de 2 personnes, donc fatalement, il était impossible d'aller danser. Et donc ils ont décidé de défier la junte militaire, ils ont recommencé dans les quartiers à aller danser. Un des plus grands orchestres, qui est celui d'Osvaldo Pugliese. Pugliese était communiste, tu l'en vois? Il était communiste, et donc à chaque fois qu'il était programmé quelque part, la junte militaire allait l'arrêter, collait en tôle, et
donc l'orchestre réussissait à jouer quand même, il était pianiste, donc il mettait un lumière rouge sur le piano pour exprimer le fait que l'agent militaire avait emprisonné le tango. Ça a été une des premières formes de résistance des Argentins. Ce morceau de Gotham s'appelle Les capitaux étrangers. Intellectuellement, sociologiquement, le tango est une musique qui porte la résistance. Il y a quelqu'un en Argentine qui s'appelle Alessandro Olmos, qui était un journaliste, qui a déposé une requête auprès de la Cour suprême pour dénoncer la dette créée par l'agent militaire, en particulier pour essayer d'acheter des armes pour mater le peuple. Il s'est battu pendant 18 ans pour démontrer que cette dette était illégitime et pour demander au gouvernement de surseoir au paiement de la dette. Il va obtenir après 18 ans de bataille l'aval de la Cour suprême qui va enjoindre au gouvernement en place de ne pas payer la dette. Il faudra attendre le crame de 2001 pour que là, effectivement, tout s'effondre. Et ça a été violent, très très violent à Buenos Aires. Parce que Buenos Aires, quelque part, est comparable à Paris. C'est vraiment une très très grande capitale, Buenos Aires. Il y a eu des manifestations en 2001 qui ont été sévèrement réprimées par la police et l'armée. En une journée, il y a eu 34 morts par balle à Buenos Aires. Ça s'est terminé par la démission du président. Il a été évacué par les militaires en hélicoptère de son palais présidentiel. Donc, il va falloir que nous résistions nous aussi. Nous prenons exemple pour résister. Et peut-être même pour créer, puisque résister, c'est créer. Alors donc, moi j'ai rencontré quelqu'un qui, à mon sens, propose une ouverture, propose quelque chose, ça va être un atterrissage politique, là, aujourd'hui, de sortir de ce système capitaliste mortifère. Ce quelqu'un, c'est Bernard Friot, j'ai rencontré il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Bernard, c'est le théoricien au départ de la cotisation sociale. Il est économiste, il va avoir un labo de recherche au CNRS et son thème de recherche, c'est la sécurité sociale. Donc il va travailler là-dessus et il va piger qu'à un moment, la cotisation sociale telle qu'elle se met en place en 1945 est subversive du capitalisme. C'est Croizat qui met en place qui augmente la cotisation sociale. Et pour bien montrer que Croizat savait ce qu'il faisait, Croizat déclarait la cotisation sociale est la seule création de richesse sans capital. La seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires, mais est directement investie pour le bien-être de nos citoyens. Faire appel au budget de l'État pour financer une nouvelle institution serait aggraver les contributions nationales et l'impôt individuel, et reviendrait ainsi à subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières. Et donc, Friot pige que Croizat savait ce qu'il faisait. Et c'est bien pour ça, parce qu'on a fêté en octobre dernier les 70 ans de la Sécu. Croizat a disparu de la photo. Personne n'a parlé de Croizat. Même pire que ça, puisqu'il y a un documentaire de Gilles Perret qui s'appelle La Sociale, où ils vont à l'école des cadres de la sécurité sociale. Et donc, quand ils se baladent avec un vieux militant cégétiste qui a fait la mise en place de la Sécu, il se balade avec la directrice dans les couloirs de l'école. Et donc, il y a une stèle à l'effigie de Pierre Laroque. Et Pierre Laroque, c'était le haut fonctionnaire, mais c'était pas lui le décisionnaire. Ce qu'il fait, c'est Croizat. Et donc, le cégétiste dit à la directrice, mais c'est curieux, il n'y a pas Croizat. Et la directrice ne sait pas qui est Croizat. Il ne connaît pas Croizat. Et pourtant, Croizat, quand il décède en 1951, à l'enterrement de Croizat, il y a 1 million de personnes. C'est 1 million de personnes à l'enterrement de Croizat, c'est que les gens ont pigé ce qu'il a fait. Et c'est effectivement subversif du capitalisme. Parce qu'on socialise une partie de nos salaires pour financer la protection sociale. Friot dit la cotisation sociale a réalisé des engagements massifs et de long terme sans recours à l'accumulation financière. C'est-à-dire qu'on se passe des détenteurs de capital. C'est ça qui est subversif. Et c'est pour ça que la Sécu est ciblée. Et c'est pour ça que la fonction publique fonctionne aussi
sur un mode subversif du capitalisme. C'est pour ça qu'il y a des comiques qui désinguent la fonction publique. Parce que ce sont des institutions absolument subversives du capital. C'est vers ça qu'il faut aller. Et Friot a déroulé la pelote jusqu'au bout, puisqu'après la cotisation qui finance la protection sociale, finalement, puisque nous avons réussi à faire marcher ça, on pourrait aussi tout à fait créer une caisse qui financerait l'investissement. À partir de là, on se passe des détenteurs de capitaux pour financer l'investissement. Et puis, pourquoi pas, aujourd'hui, allons jusqu'au bout. Socialisons l'intégralité de la richesse que nous produisons, parce que nous sommes producteurs de la richesse. Ayons des caisses de salaire, instituons salariales, qui est une forme non seulement de résistance, mais de pas de côté, absolument indispensable aujourd'hui à nous-mêmes pour sortir de ce système mortifère. Parce que sinon, eux continueront. Ils continueront, et parce que depuis 1980, mesdames et messieurs, ils ont privatisé Saint-Gobain, Paribas, TF1, le Crédit Commercial de France, la Compagnie Générale d'Électricité, la Société Générale, Havas, le Mutuelle Générale de France, la Banque de Travaux Publics, Matra, Suez, le Crédit Local de France, Rhône-Poulenc, F Aquitaine, l'UAP, la CETA, Total, Péchinet, Usinor Sassilor, Renault, les Assurances Générales de France, la Compagnie Générale Maritime, Bull, France Télécom, le Groupe des Assurances Nationales, Thomson Multimédia, le CIC, la Caisse Nationale de Prévoyance, Air France, Aérospatiale, les autoroutes Paris-Rarraud, la SNECMA, le Crédit Lyonnais, les autoroutes du Nord et de l'Est de la France, les autoroutes du Sud de la France, Gaz de France, Électricité de France, les aéroports de Paris, la direction des constructions navales, et depuis quelque temps certains secteurs des pompiers. Voilà, mesdames, messieurs, j'en ai terminé. Maintenant, c'est à la cellule de soutien psychologique de faire son œuvre. Je vous remercie. Merci.